C'était la première fois que les enfants des vaincus se confondaient avec les enfants des vainqueurs dans une manifestation politique. Et ça a été décisif dans la diminution de la répression. C'est-à-dire que la répression devait atteindre tous les acteurs d'un mouvement donné. S'il s'avérait que dans ce mouvement participaient les enfants des vainqueurs, même s'il y avait une répression, elle n'était pas aussi brutale ni rigoureuse qu'avant, parce qu'avant, elle concernait seulement les vaincus ou leurs enfants. Érase una vez una peseta. Su poseedor la gastó comprando con ella una publicación. La peseta fue rodando, sirvió para que alguien comprase un carrete de hilo, para pagar un trago de vino. Y después de correr mundo, fue a dar en manos de un niño. Y el niño pensó, ¿qué haré? ¿Comprar caramelos, barquillos, una pelota? Pero después de pensarlo bien, decidió guardarla. El tiempo pasó, y este pequeño ahorro se fue incrementando. Otras muchas personas siguieron el ejemplo. Poco a poco se hizo el milagro. En 1957, Franco a 65 ans. Normalement, c'est l'âge de la retraite. Et c'est indiscutable que la vie de Franco a été très agitée et qu'il a beaucoup travaillé. Son âge coïncide avec l'avènement d'une grande crise économique. Alors, les ministres ont dit à Franco, « Si votre Excellence ne nous permet pas d'attirer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dans 15 jours, nous serons de nouveau en faillite. » No necesitamos ser tan ricos como muchos de los países europeos, sino ser tan sobrios, tan trabajadores y tan eficaces como ellos. Finalement, les ministres l'ont convaincu de l'imminence du désastre. Et à la fin, Franco lève les épaules en disant « Bon, faites ce que vous voulez ». Et ça, c'est un moment crucial. C'est le moment où Franco cesse d'être un chef de gouvernement pour devenir un chef d'apparat. À partir de ce moment-là, Franco prend plus ou moins sa retraite. Il ne préside plus que les conseils des ministres, où on le voit souvent somnoler. Et il se consacre à la chasse et à la pêche, à ses plaisirs et aux actes routiniers de l'État, comme les audiences interminables. Mais toutes les grandes décisions sont désormais entre les mains des technocrates de l'Opus Dei. Les touristes ont commencé à venir. Les Espagnols ont commencé à voyager. La télévision est arrivée, l'électroménager. Les gens pouvaient entrer et sortir d'Espagne. On voyait les touristes. C'est-à-dire que l'esprit de la classe moyenne a été celui qui a brisé la colonne vertébrale du franquisme. Una monjita motorista acude en esta ocasión a un acto extraordinario dentro de la vida religiosa. Se dirige nada menos que a presenciar una exhibición donde se ofrecen algunos cambios en los hábitos tradicionales de su orden. Aquí vemos a dos hermanas franciscanas mostrando unos modelos que podrían reemplazar a los tradicionales. A la izquierda el hábito antiguo y a la derecha el nuevo, mostrados por dos hermanas de la Orden del Niño Jesús.
Estas innovaciones se han efectuado dentro de una línea sobria, de término medio entre el pasado y el presente. J'ai toujours dit que le progrès en Espagne, finalement, a été subversif. Effectivement, la prise de conscience des gens sur le progrès et l'amélioration des conditions de vie, y compris au niveau intellectuel et universitaire, à terme, a été fatale pour le régime de Franco. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 km por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros. J'ai l'habitude de raconter cette boutade comme quoi Franco est mort écrasé par une Fiat 600. Je pense que la colonne vertébrale du franquisme s'est brisée au milieu des années 60. No hay más que una, España, no hay más que una, ya lo puede usted decir, y el que quiera convencerse, ay, que se venga aquí a vivir, España, no hay más que una. Franco pensait que lorsque les Espagnols auraient des revenus très élevés, et à partir des années 70, leurs revenus étaient déjà moyens, toute possibilité de subversion serait éliminée. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Actualidades españolas. El llamamiento convocando a la huelga nacional pacífica de 24 horas se ha extendido por el país con la rapidez del rayo. Avec Franco au pouvoir pendant 39 ans, ce pays a grandi biologiquement. Toute une génération a vécu à cheval entre la répression d'antan et un futur qu'il voyait s'ouvrir avec l'imminence de la mort de Franco. C'est ce qu'on a appelé les progressistes à l'époque. Jusque-là, la droite proférait le mot progressiste comme une insulte. Les progressistes sont une génération qu'on montre du doigt aujourd'hui. Mais ce sont eux qui ont ouvert toutes les portes de la liberté. Nous étions la génération antifranquiste par excellence. Mais nous avons échoué. Parce que nous n'avons pas réussi à en finir avec le franquisme quand on l'a voulu. Mais il s'est terminé quand il s'est épuisé. Disons naturellement. Et ça c'est un échec très significatif qui a marqué toute notre génération. Effectivement, l'opposition universitaire, malgré ses aspects minoritaires, a eu beaucoup de résonance. Franco a eu peur des universités. Et il parlait souvent des intellectuels avec du mépris. Ces misérables pantins pleins de vanité, etc. Il a fait beaucoup de déclarations au sujet du manque de grandeur chez les intellectuels. On a dit que nous avons été une génération qui a beaucoup lutté contre le franquisme, qui a pris beaucoup de risques. Mais ce n'est pas vrai. Certaines personnes ont pris des risques et ils l'ont payé très cher. Pour certains, de leur vie. D'autres ont pourri en prison. Mais il s'agissait d'une très petite minorité. C'est à peu près autour des années 65 que beaucoup de franquistes commencent à penser l'impensable, c'est-à-dire que Franco n'est pas immortel
et qu'il faut penser au futur, à faire quelque chose. Son Excellence le généralissime Franco, accompagné par la totalité de ses ministres, a assisté à une partie de chasse en terre tolédane. Comme de coutume, son Excellence en a profité pour se pencher sur les affaires d'intérêt national. Les personnages du franquisme étaient des politiciens qui regardaient du coin de l'œil ce qui pourrait se passer après la mort de Franco. Mais qui, en petit comité, si on les approchait intimement, disaient « À vrai dire, je ne suis pas franquiste. Ce qui se passe, c'est que je suis mêlé à tout ça. » Il y avait comme un jeu de double personnalité. Au fur et à mesure de la décadence de Franco, comme partout avec les dictateurs, en Espagne commandaient les chiens de chasse. Quand on disait de Franco « il n'est plus au courant de rien », c'est sa garde prétorienne qui commandait. C'est comme ça depuis Rome. Dès qu'il y a un empereur décadent, la garde prétorienne prend le pouvoir. Ainsi, à la fin de sa vie, c'est ces chiens de chasse qui avaient pris le pouvoir. En lo de la caza tiene razón Luis. Al conejo se le dan pocas oportunidades para defenderse. Cuantas más defensas tiene el enemigo, más bonita es la caza. Se lucha de poder a poder. Desde el momento en que Franco empezó à partir du moment où Franco est devenu un vieillard malade, ceux qui croyaient pouvoir continuer à faire de la politique après Franco dans un système plus ou moins démocratique, ils ont commencé à lutter contre les vieux politiciens du franquisme qui, eux, pariaient sur la continuité. Ils disaient, après Franco, les institutions. Et à ce moment, ce qui ressemblait à une lutte à mort entre deux factions s'est avéré n'être rien de plus qu'une petite répartition du butin. C'était des dénonciations purement tactiques, des querelles personnelles. Et en dernière instance, il n'y avait aucun conflit idéologique ou politique de fond. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Je dis seulement que lorsque ETA a tué Carrero Blanco, tous les leaders politiques qui étaient encore là, socialistes, communistes et nous avons ouvert une bouteille de champagne. Ou deux. Pareil quand Franco est mort. L'assassinat de Carrero Blanco nous avait préparés à la peur du lendemain. Ce jour-là, ici en Espagne, nous sommes sortis dans la rue, épouvantés pour voir s'il y avait des tanks. On ne savait pas ce qui pouvait se passer après. Même durant son agonie, il a continué de tuer. C'étaient les conseils de guerre. Peu de temps avant sa mort, il y a eu beaucoup de situations très cruelles parce que le régime tenait à garder les commandes. La peur et le silence pour pouvoir continuer comptaient plus pour eux que ce que les gens pouvaient ressentir. Je crois que c'est pour ça qu'on s'est tellement effondré en 1975, quand les condamnations à mort sont revenues. Ça n'en finissait pas, toujours la même chose, la même haine. Il y avait des bons et des mauvais Espagnols. El gobierno ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz,
José Luis Sánchez Bravo Soyas y Juan Paredes Manotas. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. On avait dans le subconscient la sensation qu'il n'allait pas mourir, que Franco était immortel. Et il y avait une blague à l'époque. Un type avait un doigt amputé et un autre lui demandait « Tu l'as perdu dans une machine ?» Non, pas du tout. Ça fait 40 ans que je dis « Cette année il meurt, cette année il meurt » et mon doigt s'est usé. On m'avait proposé de faire un film et je pensais que Franco valait bien un film. Quand le tournage a commencé, je me suis rendu compte que Franco ne valait pas un film. Je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis appliqué à me moquer de Franco et c'est tout. C'est le temps qui a eu raison de lui, plus que les actions des Espagnols. Le temps est toujours en faveur des tyrans. Je ne sais pas, peut-être que Jules César fut l'unique tyran qui n'a pas eu le temps de l'être, parce qu'on l'a tué avant qu'il ne le devienne, alors qu'il n'était encore qu'un seul